Les services de renseignement américains ont quasiment tous les éléments sur la corruption de tous les gens dans le monde. Donc, que ça soit des dépôts d'argent dans les banques offshore, etc., les relations galantes, les rendez-vous sentimentaux, etc., la NSA, ils ont quasiment tout. Ça explique qu'après, des dirigeants européens, etc., soient vulnérables, puisqu'ils peuvent faire l'objet de chantage. Chaque homme politique, chaque chef d'État, chaque grand patron d'entreprise, etc., il a son dossier, tout ce qu'il fait, il est suivi. Et je vais vous en donner un exemple. La mort de Christophe de Margerie en Russie. Oui. Donc le président de Total. Le président de Total qui va négocier un marché de gaz et de pétrole avec la Russie et qui voulait libeller en euros. Ah oui. Ouais. C'était ça qu'il allait négocier. Il voulait vendre du pétrole en euros. C'est que si vous contestez la vente de pétrole en dollars, vous êtes mort. Et l'État profond, on le retrouve au 11 septembre. C'est pareil. Mais ils veulent quoi, les terroristes? Ils abattent des tours pour faire la guerre au Proche-Orient, etc. C'est pas clair. La commission sur le 11 septembre, c'est une mascarade totale. Voilà. Ce qui est inquiétant, moi, ce qui m'inquiète en tant que citoyen français et qu'ancien policier français, c'est que je pense qu'on a maintenant un État profond français. Depuis une dizaine d'années, on a trop d'attentats bizarres. On sait que nos dirigeants, nos élites sont corrompus, donc ils ne peuvent pas nous dire la vérité. On sait que les médias sont achetés, que les médias de masse sont là pour servir des intérêts qui sont passés du peuple, du tout. Donc, l'État profond, qui est aux États-Unis depuis un siècle, je vois des signes qu'il arrive en France. Ces attentats-là auxquels on a assisté, ça contribue à quoi? Ça contribue à nous faire accepter des mesures réductrices de liberté. Réductrices de liberté. On réduit les libertés. Un jour ou l'autre, on ne sait pas qui peut arriver au pouvoir en France. Les Français vont avoir tellement peur, qu'ils vont être prêts à accepter n'importe quoi. C'est ça qui m'inquiète. C'est maintenant une question de survie. Si on ne fait pas attention à ce qu'on vit, à ce qu'on va nous faire accepter, un jour, on va se réveiller en dictature. Mais Trump aujourd'hui est un suiveur. Trump est à la botte du lobby israélien qui est incarné par AIPAC aux États-Unis. AIPAC, organisation puissante qui pèse dans l'élection du président des États-Unis. On sait très bien qu'il y a un lobby ici qui s'appelle Elnet, qui est organisé et qui finance, accompagne les éléments de langage, parfois la position d'éditorialistes, de politiques. Et parlons-en des politiques. Quand vous avez Meir Habib qui menace la France, vous avez vu le dernier message de Meir Habib, ancien député français, que dire? Pour moi, c'est un député du Likoud, c'est un député de la Knesset, c'est un conseiller de Netanyahou. Ce type portait le drapeau bleu, blanc, rouge. Mais quelle honte! Il a fait un message où il menaçait la France parce que Emmanuel Macron a eu l'audace de dire qu'il fallait respecter le droit international. Et tout de suite, Meir Habib est monté au créneau. Quelle honte! On attaque Israël! Mais enfin, Meir Habib, vous êtes français ou vous n'êtes pas français? Vous défendez la diplomatie française? Vous défendez la position de la France ou pas? Surtout qu'il faut défendre la France quand la France est juste. Quand la France n'est pas juste, je comprends qu'on la critique. Si la France aujourd'hui soutient Israël, là, on a le droit de la critiquer. Parce que le soutien à Israël est un soutien qui bafoue le droit international. The other problem Kennedy faced with Israel was the construction of the atomic reactor at Dimona. JFK was strongly against any proliferation of nuclear weaponry. He had been assured by Prime Minister David Ben-Gurion that Dimona was designed for peaceful uses of atomic energy. In the spring of 1963, Kennedy demanded full inspections by the U.S. of the Dimona reactor and threatened to place American aid for Israel in limbo if no agreement were reached. And at the time of his assassination, negotiations were in process for biannual inspections. Trump has stopped the war between Iran and Israel effectively. Listen carefully. He posted just now, right now, President Trump posted that they have effectively destroyed all nuclear bases in Iran. And the airplanes of America that were on this mission have returned safely home. This is another masterful move of President Trump. You know, people are oh my God, people are going crazy and wild and insane and accusing him and he's gonna be Bush the second, blah blah blah. And no, he's not causing war, he is ending war. He says, okay, what is the reason for this war? Nuclear? Well, take out the nuclear. Boom, just like that. Game over. Mission accomplished.
now it's time for peace. Guys, this president that we have is not just somebody. It's time to stop the negativity, stop the bullshit, stop freaking out, stop listening to all the agents of the deep state on social media who always attack him and accuse him and want to, they divide us. No, it's time to start understanding that President Trump always knows what he's doing. He's on a very clear mission and he is not messing around. He's not a fool. He is on a mission to bring restoration to this world. So guys, I'm super excited. Follow me here on X if you want to hear more. Bonsoir à tous. Une vidéo pour revenir rapidement ce soir sur les frappes américaines qui ont touché l'Iran la nuit dernière. Alors beaucoup voient dans cet événement la confirmation de leur thèse, à savoir que Donald Trump serait un agent sioniste et qui, par pression, par chantage, serait intervenu en faveur d'Israël. Pour ma part, je pense au contraire qu'il est possible d'avoir une autre lecture de ce qui s'est passé la nuit dernière. Alors, pour cela, il faut commencer par se concentrer sur les faits. Que savons-nous? La première chose, c'est que ces frappes américaines, il n'est même pas certain qu'elles aient affecté de façon significative ou durable la base de recherche, la centrale iranienne, puisque celle-ci se trouve en grande profondeur et il semblerait que les frappes n'aient touché que la surface. Deuxième chose plus troublante encore, il semblerait que les Américains aient averti les Iraniens de leurs frappes, ce qui aurait permis d'évacuer la centrale et jusqu'à présent, il semblerait qu'il n'y ait eu aucune victime civile, ni même d'ailleurs aucune victime américaine de cette attaque. Et enfin, aujourd'hui, J.D. Vance a dit que ces frappes étaient nécessaires, mais qu'il était hors de question de déployer des troupes au sol en Iran. Alors cela m'amène à une toute autre lecture des événements que je vous livre ici. Elle est la suivante. Ne peut-on pas imaginer que ces frappes très mises en scène, très théâtralisées, ont été en fait un moyen de clore le dossier iranien et de supprimer ce qui était présenté toujours comme un argument en faveur de la guerre. Là, nous dit le récit officiel, ça y est, l'Iran a perdu ses capacités nucléaires, ses bases ont été frappées, justice a été faite, mission accomplie. Est-ce que là, il ne s'agit pas en fait d'une mise en scène qui permet justement d'éviter un engagement plus large dans le conflit, comme si Donald Trump et ses équipes avaient coupé l'herbe sous le pied, justement, de ceux qui poussent à la guerre. Et par bien des égards, ce qui s'est passé hier soir m'a rappelé ce qui s'était déjà passé en 2018. Là, c'était au sujet de la Syrie. Eh bien, Donald Trump avait fait la même chose. Il avait parlé fort, il avait fait des moulinets, il avait annoncé là encore une mission réussie, que la voix de l'Amérique était respectée, et au final, il avait frappé des entrepôts vides avec des missiles en ayant pris le soin d'avertir au préalable les Syriens qui les avaient évacués. Et donc je trouve que c'est la même chose qui se passe, et si c'est le cas, c'est plutôt un bon signe parce que ça voudrait dire que Donald Trump va laisser l'Iran riposter et attaquer Israël. Mais surtout, je dis bonne chose parce que ça voudrait dire que cette frappe limitée, mise en scène, permet d'éviter un engagement plus large, plus profond, ce qui est depuis toujours le projet mondialiste de déclencher un conflit généralisé, puisque une attaque vraiment plus directe sur l'Iran impliquerait la Chine et la Russie. Donc nous allons voir ce qui va se passer, mais moi je reste convaincu, je maintiens ma thèse, celle d'une alliance antimondialiste qui implique les Trumpistes, la Chine, la Russie, l'Iran, et que ces forces, avec leurs intérêts respectifs, agissent néanmoins de concert contre le mondialisme. Dans tous les cas, il faut faire confiance au Seigneur, et il faut se rappeler de cette phrase du père Gabriel Amorth, qui disait « Le diable peut toujours aboyer, mais c'est Dieu qui tient la laisse ». Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la France. Cela fait 2 jours que le président Trump a quitté le sommet du G7 à Calgary pour rentrer à Washington en pleine nuit,
afin de gérer la crise entre Israël et l'Iran. Que s'est-il passé avant son départ alors que l'élite mondiale était en état de panique totale? La plupart des gens pensent qu'il s'agit uniquement de l'Iran et d'Israël, mais ce à quoi vous assistez est bien plus important. Trump est en train de démanteler systématiquement le système impérial britannique d'après-guerre, et il le fait tout en accordant les plus fortes augmentations salariales au col bleu depuis 60 ans. Les marionnettes de l'Empire voient que leur jeu est fini. Je m'appelle Suzanne Kokinda et je me bats depuis 1971, date à laquelle j'ai rejoint l'organisation de Lyndon LaRouche le jour où Nixon a mis fin au système de Bretton Woods. J'ai été témoin de toutes les tentatives visant à se libérer du contrôle impérial britannique. Et je peux vous dire que ce que Trump est en train de faire est sans précédent. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer ce qui s'est réellement passé lors de la réunion du G7, comment Trump gère la crise entre l'Iran et Israël d'une manière que la plupart des gens ne comprennent pas, et comment les Britanniques paniquent parce que la révolution économique et stratégique de Trump fonctionne et qu'elle peut mettre fin à l'ordre mondial d'après-guerre si vous la comprenez et si vous la soutenez. Vous avez vu les gros titres. Trump a quitté prématurément le sommet du G7 à Calgary pour rentrer à Washington afin de s'occuper de la crise entre Israël et l'Iran. Mais la véritable histoire, c'est ce que Trump a dit avant de partir, directement en face des élites mondialistes. Debout à côté du Premier ministre canadien Mark Carney, véritable icône de la politique économique mondialiste d'après-guerre, Trump a reproché au G7 d'avoir exclu la Russie de cette institution en 2014. Il a déclaré que le G7 était autrefois le G8. Barack Obama et un certain Trudeau ne voulaient pas de la Russie dans ce groupe. Je dirais que c'était une erreur, car je pense que vous n'auriez pas de guerre aujourd'hui si la Russie en faisait partie. Réfléchissez-y. Trump, devant le monde entier, a dit aux architectes de l'ordre d'après-guerre que c'était tout leur système qui posait problème. Et il a raison. Le G7 représente tout ce que Trump est en train de démanteler. Quand Trump dit que vous avez exclu la Russie et que c'était une erreur, il ne parle pas seulement de l'Ukraine. Il dit que c'est votre système qui pose problème. Votre système engendre la guerre parce que l'ancien ordre mondial a besoin d'ennemis pour survivre. Trump veut des partenaires. L'un de ses partenaires est la Russie. Et Trump a récemment eu des discussions avec Vladimir Poutine au sujet de la possibilité que la Russie aide à médiatiser la crise entre Israël et l'Iran. L'une de ces discussions a eu lieu juste avant l'attaque préventive d'Israël contre l'Iran et l'autre samedi après le lancement des attaques par Israël. Aujourd'hui encore, l'agence TASS a rapporté que la Russie était prête à jouer le rôle de médiateur. N'oubliez pas non plus que la Russie continue de pointer du doigt le rôle joué par les Britanniques, non seulement dans l'aide apportée à l'Ukraine, pour ses attaques de drones contre la Russie, mais aussi dans le soutien apporté à Israël dans son opération contre l'Iran. Bill O'Reilly a fait une déclaration très révélatrice lundi dans une interview accordée à News Nation. Plus tôt dans la journée, j'ai échangé des SMS avec le président Trump. Il ne souhaite pas utiliser la puissance aérienne américaine à ce stade, car cela causerait des problèmes avec la Chine et Poutine. Comme la plupart d'entre vous le savent, O'Reilly n'est pas un fan de Xi Jinping, ni de Poutine. Plus tôt dans l'interview, il a convenu avec l'animateur hyperventilé que le monde serait meilleur sans eux. Mais ce qu'il a dit à propos de Trump est essentiel. Dans quel monde le président des États-Unis se soucie-t-il de causer des problèmes avec la Chine et Poutine? Pas dans le monde de Mark Carney. Pas dans le monde du récent rapport sur la stratégie de défense britannique qui traite la Russie et la Chine comme des ennemis permanents. Pas dans le monde de Lindsey Graham ou Mike Pompeo. Donald Trump s'est engagé en faveur d'un nouveau monde des nations souveraines et non d'un monde dans lequel les nations sont des pions sur l'échiquier géopolitique que les maîtres du monde peuvent déplacer ou sacrifier à leur guise. Écoutez, il y a beaucoup de turbulences politiques. Certains avertissent que Trump est en train de se vendre aux néoconservateurs ou aux sionistes. Et d'un autre côté, vous avez les faucons bellicistes purs et durs qui veulent excommunier les partisans de Trump, qui ne veulent pas entrer en guerre avec l'Iran. Ils passent tous à côté de l'essentiel. Trump tente de démêler des décennies de politique impérialiste et il le fait au grand jour. Trump est confronté à des dirigeants et à des mouvements politiques tant au niveau national qu'international qui ont été créés par les élites britanniques. Les sionistes, les fondamentalistes islamiques radicaux, les néoconservateurs, sans parler de tous les fous de l'extrême gauche. Ces forces sont déchaînées dans un monde auquel Donald Trump doit faire face
alors qu'il tente de prendre le contrôle de la situation, tout en maintenant son engagement à défendre les États-Unis et à rétablir leur souveraineté en tant que république. Et c'est ce qui terrifie les has-beens de l'ancien monde. Mais Donald Trump a besoin d'autre chose. Il a besoin que les gens ici, aux États-Unis et partout dans le monde, traversent le brouillard de la guerre et voient clairement la situation dans son ensemble et les principes qui la sous-tendent. C'est ce que nous faisons chez Promethean Action. Et je vous encourage à vous abonner à notre newsletter et à rejoindre une communauté de personnes capables de penser et d'agir de manière stratégique. Parlons donc de l'Iran. Les réseaux sociaux sont un foyer de rumeurs et d'alarmisme. Trump cède-t-il aux néoconservateurs et aux sionistes? Je ne le pense pas. Les États-Unis entreront-ils en conflit si l'Iran refuse de bouger? Donald Trump a été très clair à ce sujet, et peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, vous aurez déjà la réponse à cette question immédiate. Mais la question la plus importante est la suivante. Comprenez-vous les principes qui sont en jeu? Je pense que vous trouverez la réponse dans un tweet récent du vice-président J.D. Vance. Il a déclaré que le président américain avait fait preuve d'une cohérence remarquable depuis 10 ans en affirmant que l'Iran ne pouvait pas se doter de l'arme nucléaire et qu'au cours des derniers mois, il avait encouragé son équipe de politique étrangère à conclure un accord avec les Iraniens pour atteindre cet objectif. Le président a clairement indiqué que l'Iran ne pouvait pas enrichir de l'uranium et il a répété à plusieurs reprises que cela se ferait de 2 manières, la manière facile ou l'autre. Vance poursuit en expliquant que l'Iran pourrait disposer de l'énergie nucléaire à des fins civiles, mais qu'il a continué à produire de l'uranium enrichi bien au-delà des besoins civils, en violation de ses obligations. Vance souligne ensuite, et bien sûr, les gens ont raison de s'inquiéter des implications étrangères après 25 ans de politique étrangère idiote, mais je pense que le président a gagné une certaine confiance sur cette question. Et pour avoir vu cela de près et de manière personnelle, je peux vous assurer qu'il souhaite uniquement utiliser l'armée américaine pour atteindre les objectifs du peuple américain. Quoi qu'il fasse, c'est son objectif. Et c'est ce qui différencie Trump des néoconservateurs. Les néoconservateurs et leurs maîtres impériaux britanniques veulent une guerre sans fin et un changement de régime permanent. Regardez l'Iran et Israël, 2 foyers d'opération des services secrets britanniques qui remontent à toute la période d'après-guerre. Dans son briefing de lundi, Barbara a expliqué comment les Britanniques, avec l'aide considérable de la CIA, ont renversé le gouvernement Mossadegh en Iran dans les années 1950. Ils ont mis le Shah au pouvoir, qu'ils ont mis à la porte afin d'atteindre leur but, qui était d'installer le régime islamique. Trump s'est engagé à mettre fin à cela, mais il faut reconnaître que lui et son équipe relativement restreinte sont confrontés à une culture de guerre et de changement de régime qui est profondément ancrée dans les institutions militaires et les services de renseignement. Mais ils font aussi quelque chose d'encore plus fondamental. Trump menace de remplacer l'ordre économique libéral d'après-guerre par le retour le plus spectaculaire que le système américain est connu depuis des générations. Alors que Trump faisait face à la crise mondiale, ses politiques donnaient des résultats incroyables au niveau national. Les cols bleus ont vu leur salaire réel augmenter de près de 2% au cours des 5 premiers mois de sa présidence, la plus forte augmentation enregistrée sous un gouvernement américain depuis près de 60 ans. Le secrétaire au Trésor Besson a souligné que cette augmentation de près de 2% était sans précédent et qu'elle résultait de l'importance accordée à l'industrie manufacturière et de la volonté d'expulser les immigrants illégaux du marché du travail. Lorsque l'ICE a fait une descente dans une usine de conditionnement de viande à Omaha, des dizaines d'Américains se sont présentés le lendemain pour remplir des demandes d'emploi. C'est ainsi que l'on redonne sa dignité au travail. Et l'Empire britannique a passé des siècles à convaincre les Américains que la prospérité passe par des guerres impériales et une main-d'œuvre étrangère bon marché. Trump leur prouve qu'ils ont tort. Mais tandis que Trump combat l'empire mondial à l'étranger, il est confronté à des sabotages chez lui. À l'heure actuelle, le même groupe néoconservateur du Sénat qui s'est opposé à des accords pacifiques en Ukraine et en Iran tente de saboter la révolution économique de Trump. Le grand et beau projet de la loi de Trump représente le point de départ de sa révolution économique. Mais les républicains du Sénat, infectés par ce que j'appelle le double mal de la guerre perpétuelle et de l'idéologie libertaire du libre-échange,
tente d'édulcorer les dispositions qui aideraient la base ouvrière croissante de Trump. Ils réduisent l'aide Medicaid, sapent la disposition sur la non-imposition des pourboires et réduisent les incitations à la fabrication qui pourraient créer jusqu'à 6 millions d'emplois ouvriers. S'ils parviennent à vider ce projet de loi de sa substance, ils saboteront la promesse de Trump aux travailleurs américains et risqueront de livrer les élections de mi-mandat aux démocrates. Et c'est là même que les meilleurs partisans de Trump échouent. Ils parlent de l'État profond, de la machine de guerre et de la CIA. Ils n'ont pas tort. Mais lorsque Tucker Carlson et Steve Bannon ne font pas le lien entre les ouvertures de Trump vers la Russie et la Chine et sa stratégie plus large visant à détruire le contrôle impérial britannique, ils laissent les gens dans le flou. Lorsque Trump parle de travailler avec la Russie et la Chine, il ne trahit pas les intérêts américains. Il construit la coalition nécessaire pour enfin briser l'hégémonie impériale britannique. Réfléchissez-y. La Russie dispose de vastes ressources naturelles. La Chine a une capacité de production et l'Amérique possède les marchés technologiques et financiers. Ensemble, ils forment une combinaison puissante à laquelle pourrait s'ajouter l'Inde, qui représenterait une alternative au système financier centré sur Londres, qui domine le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi les Britanniques sont prêts à risquer une troisième guerre mondiale pour arrêter Trump. Ils savent que s'il réussit à créer un nouvel alignement des nations souveraines, leur jeu séculaire sera terminé. La seule façon de sortir de cette crise est donc de reconnaître la nature profonde de ce combat. C'est le système américain contre le système britannique. Il s'agit de savoir si nous aurons un monde de nations souveraines, coopérant pour leurs bénéfices mutuels, ou alors un monde de guerre sans fin destiné à empêcher toute nation d'accéder à une véritable indépendance. Ne vous laissez donc pas distraire par le bruit quotidien, l'hystérie sur Twitter ou l'analyse apocalyptique des médias sur chaque décision tactique. Ce à quoi vous assistez, c'est la destruction potentielle d'un système impérial vieux de 400 ans et la naissance de quelque chose de nouveau. Lorsque les cols bleus obtiennent leur plus forte augmentation salariale en 60 ans, lorsque Trump quitte les institutions mondialistes, lorsqu'il tend la main à la Russie et à la Chine pour mettre fin aux guerres impériales, ce ne sont pas des événements isolés. Ils font tous partie de la même stratégie, restaurer la souveraineté américaine et aider les autres nations à faire de même. C'est là qu'intervient Promethean Action. Nous menons ce combat depuis plus de 50 ans et nous comprenons à la fois l'ennemi et la solution. Alors que d'autres se laissent entraîner dans des batailles tactiques, nous gardons les yeux rivés sur l'objectif stratégique, mettre fin à l'Empire britannique une fois pour toutes. Des centaines de nouveaux abonnés nous ont rejoints récemment parce qu'ils reconnaissent que nous offrons quelque chose de différent, une profondeur historique, une compréhension économique et une vision stratégique pour naviguer dans cette transition. L'avenir appartient aux républiques souveraines et non aux empires mondiaux, mais seulement si nous nous battons pour cela. Merci de votre attention. Salut tout le monde, Ben Garneau à l'appareil. Alors, est-ce qu'on s'en va vers la guerre ou vers la paix? Depuis plusieurs vidéos, j'aime ça amener les deux options. Personne ne peut être sûr si on va vers la guerre ou la paix pour l'instant. J'ai écouté la vidéo d'Alexis de ce soir, très bonne vidéo. Il était moins stressé que la semaine passée, le débit était moins rapide, donc c'était plus intéressant à regarder. Il s'en va, lui, dans le sens de la paix, comme beaucoup de monde. Bon, je vais vous présenter une couple de vidéos. Bon, San Diego, en Californie, des manifestations de masse éclatent à travers l'Amérique. Les citoyens descendent dans les rues pour manifester leur indignation après l'attaque américaine contre l'Iran. C'est bien beau, mais où étiez-vous depuis le 11 septembre 2001? J'aimerais bien le savoir. Bon, évidemment, San Diego, en Californie, c'est un État démocrate. Ça ressemble beaucoup plus à une manifestation anti-Trump que contre la guerre. Soyons honnêtes. En Israël, Netanyahou obligé de fuir face à la colère des Israéliens. Évidemment, sa carrière politique est foutue. Et dans les livres d'histoire israéliens, on gardera une très mauvaise opinion de Benjamin Netanyahou.
Ironie du sort, c'est les États-Unis qui ont parti le programme nucléaire en Iran. Bon, c'est pas encore décidé si on aura la paix ou la guerre. Les prochains jours, semaines, mois seront déterminants. En attendant, moi je continue à être optimiste. J'espère qu'on n'aura pas une guerre, évidemment. Ce serait désastreux pour tout le monde. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit portez-vous bien et à la prochaine.